Ok, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va laisser de côté Kojève. On a terminé avec son histoire de la philosophie païenne, et même si je compte bien continuer son travail sur Kant, je vais faire une petite parenthèse, qui sera d'ailleurs peut-être pas si petite que ça, sur Simone Weil, et en particulier son ouvrage qui s'intitule L'enracinement et qui se trouve présentement sous nos yeux. Alors, l'une des premières raisons à ça, c'est tout simplement parce que j'ai toujours souhaité parler de ce texte après Kojève, et en fait de cette philosophe et penseuse accessoirement. Et dans un certain cadre, je dois aussi en faire une présentation à certains camarades. Donc, autant lier l'utile et, entre guillemets, l'agréable. Alors, comme pour Kojève, je ne vais pas m'attarder sur la biographie de Simone Weil. Ça, c'est des informations que vous pouvez, je pense, facilement obtenir ailleurs sur Internet. Cependant, contrairement à Kojève, et contrairement à son texte, qu'on a eu l'occasion de présenter, je vais me permettre, pour l'enracinement, une petite contextualisation historique. Ça va être léger, ça va être succinct, mais il s'agit avant tout, en fait, de comprendre déjà pourquoi est-ce que l'enracinement possède deux titres. Le premier, qu'on a déjà eu l'occasion de lire, et le second, prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. Alors, on va être très succinct, très rapide. L'enracinement, c'est un texte qui est écrit en 1942, aux alentours des années 40, et qui est un texte qui a été écrit initialement comme une déclaration des droits de l'homme. C'était une mission qui avait été donnée à Simone Weil au sein de son séjour à Londres dans la résistance française. C'est un texte qu'elle a écrit dans les dernières années de sa vie, car elle nous quittera en 1943. Initialement, donc, l'enracinement commence comme une déclaration des droits de l'homme. D'accord ? Ça, c'est le projet initial. Et en fait, on va voir au fur et à mesure que cette déclaration devient un texte qui s'éloigne de plus en plus de cet objectif. Et qui va se concentrer sur, entre autres, une notion qui est celle de l'enracinement. On va la définir, on va y revenir un peu plus tard au sein de la vidéo. Donc, ce projet initial, Déclaration des droits de l'homme, on va déjà voir ce qu'en fait Simone Weil au sein de son texte. Comment est-ce que on passe de ce prélude, de ce début initial, à un texte qui finalement va s'attarder sur beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Il faut donc déjà préciser un petit truc, c'est que le texte est écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. On arrive à sa fin, mais on est encore en cours. Et c'est donc un texte qui présente aussi des éléments qui sont de l'ordre de l'actualité de Simone Weil, c'est-à-dire le combat contre Hitler, contre l'Allemagne nazie et la situation de la France occupée. La France de Vichy, etc. Il faut donc bien prendre en considération que c'est une partie du texte que je n'aborderai probablement pas au sein de cette vidéo ou des vidéos, mais il y a une partie du texte qui est très reliée au commentaire de l'actualité de la France à l'état où elle est aujourd'hui, qui est donc un état très significatif, très signifiant de son histoire. Cependant, et c'est là où je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans l'enracinement, malgré ce contexte très spécifique, Weil va se permettre des commentaires qui, quelque part, sont toujours d'actualité, même aujourd'hui. Mais on va y venir. On va y venir. Alors, premièrement, dans ce prélude, on va commencer tout de suite par le fait que le terme droit de l'homme, et d'ailleurs le terme même devoir, va être très rapidement éliminé au profit d'un autre terme qui est l'obligation. D'accord ? Ici, ce dont va nous parler en fait Weil, en particulier, c'est de la notion d'obligation envers
l'homme, en fait, envers les hommes. C'est en fait une déclaration des obligations envers les hommes, qui va être le sujet d'interrogation de Weil. Et finalement, ça va se révéler être assez simple. Quelle est la seule obligation qu'on se doit de respecter envers les hommes? Eh bien, c'est la suivante. Je vais me permettre de lire un extrait pour illustrer ça. Le fait qu'un être humain possède une destinée éternelle n'impose qu'une seule obligation, c'est le respect. Ok, une seule obligation, c'est le respect. L'obligation n'est accomplie que si le respect est effectivement exprimé d'une manière réelle et non fictive. Il ne peut l'être que par l'intermédiaire des besoins terrestres de l'homme. Ok, donc, comment ce respect peut-il s'accomplir? Eh bien, c'est simple, c'est en répondant aux besoins terrestres des hommes. La première question qu'on peut se poser, c'est du coup, quels sont ces besoins? À quoi correspondent-ils? Alors, Weil va en déterminer deux types. Un premier, qui vont être les ordres, les besoins les plus bas, les besoins physiques. En particulier, la faim, qu'elle va donner comme premier exemple. Si vous voulez déterminer ce qu'est un besoin terrestre de l'homme, vous devez vous référencer à la faim. C'est quelque chose de très important, la notion de nourriture chez Weil. De nourriture physique, bien sûr, mais on va le voir avec les besoins d'un deuxième type. La nourriture, donner de la nourriture. Très très important comme notion. Et d'ailleurs, je vais me permettre de lire un autre extrait, qui est l'extrait suivant, mais que je trouve être très important, car il permet d'illustrer à partir de quoi Weil se base pour définir la faim, le besoin de la faim, comme étant le premier fondement, quelque part, le premier besoin qui se doit d'être respecté. La conscience humaine n'a jamais varié sur ce point. Il y a des milliers d'années, les Égyptiens pensaient qu'une âme ne peut pas être justifiée après la mort si elle ne peut pas dire « Je n'ai laissé personne souffrir de la faim ». Tous les chrétiens se savent exposés à entendre un jour le Christ lui-même leur dire « J'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger ». Tout le monde se représente le progrès comme étant d'abord le passage à un état de la société humaine où les gens ne souffriront pas de la faim. Notion très importante ici. Le progrès, pour Weil, d'après l'interprétation de Weil, c'est l'idée que nous passons d'une société où les gens ont faim à une société où les gens n'ont plus faim. Et on peut déjà penser à l'état actuel du monde. Ça nous permet d'avoir une petite idée de ce qu'est notre progrès actuel. Si on pose la question en termes généraux à n'importe qui, personne ne pense qu'un homme soit innocent, si ayant de la nourriture en abondance, et on note bien le fait qu'il faut qu'il y ait de la nourriture. Il faut qu'il y ait de la nourriture. Il faut que l'homme ait à sa disposition de la nourriture. Et trouvant sur le pas de sa porte quelqu'un aux 3/4 mort de faim, il passe sans rien lui donner. Ainsi, si vous avez la possibilité de faire le bien et que vous ne le faites pas, on est dans une situation où, évidemment, vous faites le mal. Elle continue, je vais me permettre de continuer avec elle. C'est donc une obligation éternelle envers l'être humain que de ne pas le laisser souffrir de la faim quand on a l'occasion de le secourir. Ok. Donc ça nous donne une idée de ce qu'est une obligation pour Weil. D'accord? Il s'agit de remplir le besoin des hommes quand on en a la possibilité matérielle. Tout simplement. Et que ne pas respecter ça, c'est ne pas respecter les obligations qu'on a envers les hommes. De ce besoin physique, on en a d'autres. Le logement, la protection contre la violence, je vais quand même me permettre de tous les citer, mais on a
la chaleur, les vêtements, l'hygiène, les soins en cas de maladie. Et vous pouvez vous-même trouver à partir de ce premier exemple, à partir de la fin, la liste des besoins physiques. Mais c'est pas tant ça qui va nous intéresser dans l'enracinement, parce que tout ça ne correspond en fait qu'aux 3-4 premières pages. Non, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va suivre. Un autre type de besoin terrestre. On notera bien le fait que c'est encore un besoin terrestre. Mais ici, il s'agit des besoins de l'âme. Deuxième type de besoin. Alors celui-ci, plus difficile à définir. Plus difficile à définir. Weil va se prêter à cet exercice-là. Et je vais me permettre de lire aussi un extrait. D'autres, parmi ces besoins, n'ont pas rapport avec la vie physique, mais avec la vie morale. Comme les premiers, cependant, ils sont terrestres et n'ont pas de relation directe qui soit accessible à notre intelligence avec la destinée éternelle de l'homme. Ce sont, comme les besoins physiques, des nécessités de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas satisfaits, l'homme tombe peu à peu dans un état plus ou moins analogue à la mort, plus ou moins proche d'une vie purement végétative. Donc là, on rappelle évidemment, si ces besoins ne sont pas remplis, on obtient une mort. Une mort soit physique, soit une mort de l'âme. Elle y ajoute, ils sont beaucoup plus difficiles à reconnaître et à énumérer que les besoins du corps. Mais tout le monde reconnaît qu'ils existent. Toutes les cruautés qu'un concurrent peut exercer sur les populations soumises sont généralement considérées comme des mesures de même espèce, quoique la liberté ou le pays natal ne soient pas des nécessités physiques. Tout le monde a conscience qu'il y a des cruautés qui portent atteinte à la vie de l'homme sans porter atteinte à son corps. Ce sont celles qui privent l'homme d'une certaine nourriture nécessaire à la vie de l'âme. Ok ? Donc ces besoins de l'âme, on y répond aussi, comme la faim, avec de la nourriture. Mais une nourriture de l'âme. Et donc, elle va énumérer ces besoins de l'âme, cette nourriture qu'on se doit de fournir à l'âme humaine. Et on va d'abord en faire une liste. Je vais d'abord faire la liste et puis on reviendra un peu point par point à cela. Le premier, alors, si le focus veut bien se faire. Alors, tac. Alors, on a l'ordre, la liberté, ensuite suivent l'obéissance, la responsabilité, l'égalité, la hiérarchie, puis l'honneur, le châtiment. Alors la liste est longue, il y en a 15 qu'énumère Weil. D'ailleurs, un est ajouté de manière tardive dans l'écriture du manuscrit, que d'ailleurs j'ajoute, mais l'enracinement est un texte inachevé. Weil meurt avant de le conclure. Le 9e, c'est la liberté d'opinion, sur lequel s'attarde Weil un peu plus que pour les autres. Ensuite vient la sécurité. Le 11e, c'est le risque. Le 12e, la propriété privée.
Et puis viennent la propriété collective. Le 14e, c'est la vérité. Et le 15e, c'est l'enracinement. Ça y est, enfin. Enfin, l'enracinement. Nous le retrouvons. Ok. Alors, on va s'attarder un peu sur chacun des besoins de l'âme qu'énumère Weil. Avant cela, je vais me permettre juste un petit point sur la notion de collectivité. Car c'est une notion en fait que Weil va utiliser, qui va être très importante parce que toute une partie du récit de Weil consiste aussi à nous parler de patrie, entre autres. Mais en fait, de syndicats et de multiples autres notions, mais de notions du coup collectives. Et donc il me paraît très important de s'intéresser à la notion de collectivité. Car elle va être centrale justement dans l'enracinement par rapport à la question des racines. Alors, ok. Je vais me permettre de lire un petit extrait. D'une manière analogue, on doit du respect à une collectivité, quelle qu'elle soit, patrie, famille ou tout autre, non pas pour elle-même, mais comme nourriture d'un certain nombre d'âmes humaines. Donc ici, la collectivité remplit un besoin pour l'homme en tant qu'individu. Le degré de respect qui est dû aux collectivités humaines est très élevé par plusieurs considérations. D'abord, chacune est unique, et si elle est détruite, n'est pas remplacée. Un sac de blé peut toujours être substitué à un autre sac de blé. La nourriture d'une collectivité fournie à l'âme de ceux qui en sont membres n'a pas d'équivalent dans l'univers entier. Donc déjà, première chose, la collectivité possède une unicité. Non, pas une unicité, un caractère unique. L'unicité, c'est l'union. Enfin, c'est le caractère indivisible, alors que pas forcément le cas. Donc, elle est unique, déjà, premier point. Deuxième, puis, de par sa durée, la collectivité pénètre déjà dans l'avenir. Elle contient de la nourriture non seulement pour les âmes des vivants, mais aussi pour celles d'êtres non encore nés qui viendront au monde au cours des siècles prochains. Donc la collectivité est une ouverture vers le futur. Nourriture pour les êtres humains à venir, pour l'humanité future. Ça, c'est un premier point très important. Et ensuite, enfin, de par la même durée, la collectivité a ses racines dans le passé. Elle constitue l'unique organe de conservation pour les trésors spirituels amassés par les morts, l'unique organe de transmission par l'intermédiaire duquel les morts puissent parler aux vivants. Et l'unique chose terrestre qui a un lien direct avec la destinée éternelle de l'homme, c'est le rayonnement de ceux qui ont su prendre une conscience complète de cette destinée, transmise de génération en génération. C'est donc le lien avec le passé et en fait avec les morts. Autrement dit, la collectivité, c'est un processus qui permet le lien entre le passé, le présent et l'avenir.
Elle nourrit autant ceux qui en sont présents là, actuellement, que ceux qui y ont été auparavant et que ceux qui y seront plus tard. Elle est un lien, un continuum. Et ça, c'est une notion très importante pour Veil, parce qu'on va le voir, la plupart des besoins de l'âme qu'elle énumère nécessitent collectivité. Et ce sont donc des besoins que doivent remplir, entre autres, les gouvernements. Ensuite à cela, est-ce que j'y ajouterais autre chose? Alors, elle énumère évidemment les collectivités qui pourraient présenter des défauts, hein, comme le fait de ne pas remplir ses besoins. Donc, enfin, il y a des collectivités mortes qui, sans dévorer les âmes, ne les nourrissent pas non plus. De même, du coup, elle mentionne aussi que le rôle de nourriture de l'âme soit inversé, c'est-à-dire que certaines collectivités, au lieu de servir de nourriture, mangent les âmes. Il y a en ce cas maladie sociale. Bon. Voilà, donc elle énumère évidemment le fait que toute collectivité ne remplit pas forcément. Alors, elle remplit ces critères-là, mais elle ne nous remplit pas forcément toujours correctement son rôle de nourriture. Voilà, de besoin de l'âme. Ok, et alors, on va s'arrêter là pour ce premier extrait. Alors, pour ce premier extrait, plutôt pour cette première partie. On est déjà à 21 minutes, je pense, voire même 22, on est déjà très bien, et je pense qu'on a déjà bien étayé du coup tout le début de la démarche de Veil. Et dans une seconde partie, on va donc s'attarder à chacun de ces éléments. Alors, de manière plus ou moins approfondie, plus ou moins importante. Il faut comprendre que voilà, il y a ici des éléments où Veil s'attarde énormément, ne serait-ce que pour faire un commentaire d'actualité. Je pense entre autres à la liberté d'opinion, et évidemment au dernier, le plus important, l'enracinement, qui se révélera être en fait non pas une partie équivalente aux précédentes, mais littéralement un autre texte, en fait. Un autre manuscrit presque, inclus au sein de cette déclaration. Et sur ce, voilà, je vais laisser ça à une deuxième partie. Et donc, je vous retrouve dans la suivante.